À mesure que les lignes de ravitaillement s'allongeaient, l'arrivée de carburant et de pièces de rechange cessa d'être sûre. Pour l'infanterie, cela se traduisait par des marches plus longues, des rations plus rares et des munitions qui n'étaient plus tirées avec la même liberté. Le combat était imprévisible. Il pouvait y avoir des heures de calme, suivies de tirs d'artillerie sur un carrefour ou d'attaques aériennes sur l'arrière. L'ennemi ne semblait plus s'effondrer en retraite, mais frappait en des points choisis avec soin, dépôts, radios, état-major et camions. Chaque véhicule perdu signifiait moins de nourriture, moins de munitions et moins de capacité pour évacuer les blessés. La chaleur de l'été n'apportait aucun soulagement. Les longues heures de lumière prolongeaient la journée de marche et de travail. On creusait des abris même dans un terrain dur, on improvisait de l'ombre avec des toiles et on buvait une eau tiède et limitée. Les maladies intestinales commençaient à affaiblir les hommes. Les trousses de secours se vidaient rapidement et la fatigue accumulée se reflétait dans des regards ternes et des mains tremblantes en nettoyant l'arme. Malgré tout, l'avance continuait, poussée par la pression du commandement et le sentiment que l'objectif était devant. Lorsque les unités s'approchèrent des grands fleuves, le mot Stalingrad commença à se faire entendre plus fréquemment. Le Don cessa d'être un nom sur une carte pour devenir un obstacle réel qui obligeait à concentrer les forces, choisir des points de passage et sécuriser les rives sous la menace ennemie. Pour la troupe, le fleuve signifiait plus d'ordre, plus de trafic et une plus grande exposition. Les promesses d'une opération propre se heurtaient à la réalité d'un front immense. Les flancs s'étendaient et le contrôle absolu du terrain devenait impossible. Chaque kilomètre gagné exigeait de l'énergie physique et consommait des ressources qui n'étaient pas toujours remplacées. Si la pointe de lance avançait, les côtés restaient tendus et soutenus par de longues lignes. L'appui aérien élevait le moral lorsqu'il apparaissait, mais créait une dépendance. On attendait que l'aviation résolve des obstacles que l'infanterie ne pouvait pas surmonter sans de grandes pertes. Cependant, l'ennemi s'adaptait, dispersion, camouflage, défense anti-aérienne et réparation rapide. La guerre devenait plus technique et plus brutale dans des détails concrets. Un pont non pris à temps, un dépôt incendié, une colonne arrêtée. À la fin du mois d'août, lorsque l'avance s'orienta clairement vers la Volga, les soldats comprirent que la campagne entrait dans une autre phase. Il ne s'agissait plus seulement de repousser l'ennemi, mais de s'approcher d'une grande ville industrielle traversée par le fleuve, avec des quartiers, des usines et des gares. Les rumeurs devinrent plus précises. On parlait de bombardements sur la zone urbaine et de la fumée visible à distance. Ceux qui se méfiaient des annonces triomphales observaient d'autres signes. Davantage d'artillerie en mouvement, des ingénieurs au travail, accumulation de munitions et ordres insistants concernant le combat rapproché. À mesure que la distance vers le Don et les approches de Stalingrad se réduisaient, les unités se réorganisaient et redistribuaient les remplacements. Des soldats arrivaient avec des uniformes neufs et des regards encore frais qui, quelques jours plus tard, marchaient comme les autres, avec l'équipement ajusté de force, regardant le sol pour ne pas trébucher et l'horizon pour mesurer ce qui s'approchait. Le seuil de Stalingrad. Lorsque l'ordre de traverser le Don arriva, les Allemands comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple changement de rive. La préparation avait été trop intense pour se tromper. Artillerie concentrée, ingénieurs travaillant sans relâche, pontons prêts, véhicules alignés en silence et infanterie attendant en rang compact. La traversée était l'étape préalable à la phase décisive de l'opération, et cette phase avait un nom répété sur les cartes lors des réunions de commandement et dans de brèves conversations entre gardes. Stalingrad. L'artillerie ouvrit le feu avant que les unités ne commencent leur mouvement. Depuis les positions avancées, les soldats entendirent le fracas, ressentirent la vibration du sol et aperçurent au loin des colonnes de fumée mêlées de poussière. La Luftwaffe s'ajouta par vagues sur la ville et ses alentours. Plus tard, lorsqu'ils s'approchèrent suffisamment, ils purent voir le résultat de ces attaques, des pâtés de maisons réduits en ruines, des usines incendiées, des toits effondrés et des gares dépourvues de couverture. La traversée du fleuve n'était pas exempte de risques. Bien que l'ennemi n'ait pas réussi à l'empêcher de manière décisive, l'artillerie et les snipers soviétiques tentèrent de punir les pontons, les barges et les concentrations de troupes sur la rive. Certains véhicules restèrent coincés sur les rampes, d'autres coulèrent après un impact direct ou une erreur de manœuvre. L'infanterie traversa par vagues, à pied ou avec des moyens improvisés,
l'équipement ajusté au corps et le fusil maintenu pour le garder sec. Les soldats n'avaient pas une vision complète de la traversée, seulement des fragments. Un camion en flammes sur la rive, un ordre urgent exigeant d'accélérer le pas, une barge surchargée s'éloignant avec difficulté. L'eau éclaboussant à cause de l'explosion proche d'un projectile tombé court. Une fois sur l'autre rive, le paysage changea progressivement. Au début, c'était un terrain ouvert, avec des ondulations, des buissons et de petits villages dispersés. À l'horizon commençaient à se distinguer des colonnes de fumée, des structures métalliques, des silhouettes de grues et des lignes de wagons immobiles annonçant la proximité d'une grande ville. L'artillerie continuait de frapper le front et l'aviation effectuait des passages sur des objectifs que les soldats ne pouvaient pas identifier avec précision, bien qu'ils sachent qu'ils faisaient partie du réseau d'usines, de dépôts et de quartiers ouvriers. La destruction se percevait même avant de voir la ville en détail. Odeur intense de brûlé, cendres en suspension dans l'air, et lumière tamisée lorsque le vent entraînait la fumée vers les positions avancées. En chemin vers Stalingrad, les unités rencontrèrent de la résistance dans les environs. Des positions soviétiques bien situées sur des hauteurs, dans des bosquets, de petits villages et des nœuds ferroviaires obligeaient à progresser par tronçons. Les soldats se couvraient derrière des talus, des murs et des ruines isolées devenant de plus en plus fréquentes. Les défenseurs utilisaient le terrain efficacement, lançaient des contre-attaques locales, se regroupaient dans des maisons basses, creusaient de courtes tranchées et plaçaient des nids de mitrailleuses à des points inattendus. Chaque mètre gagné exigeait coordination entre infanterie, artillerie et, quand c'était possible, soutien des chars et canons d'assaut. Lorsque l'unité atteignit les premiers quartiers périphériques, elle découvrit que la ville n'avait pas de frontières claires. Les rues initiales étaient formées de maisons endommagées, de cours couvertes de débris, de murs effondrés et de poteaux électriques inclinés. Certaines constructions conservaient leur structure de base, d'autres n'étaient que des façades vides. Parmi les ruines restaient encore des civils n'ayant pu fuir, femmes, vieillards et quelques enfants se déplaçant en silence, cherchant de l'eau ou portant des colis, observant le passage des troupes sans pouvoir modifier le cours des événements. Le bombardement préalable avait transformé de vastes zones en un labyrinthe de débris. D'un point de vue tactique, cela compliquait l'avancée. Les ruines offraient couverture et camouflage aux défenseurs, réduisaient l'efficacité des chars et véhicules de soutien et fragmentaient les lignes de vue. Les soldats pénétrèrent dans un environnement où chaque fenêtre pouvait cacher un fusil, chaque sous-sol pouvait abriter des tireurs et chaque tas de briques pouvait dissimuler une mine. Avancer en formation ouverte était impossible, mais se déplacer en colonne compacte était tout aussi dangereux. La guerre jusque-là, menée dans les champs, forêts et villages, se déroulait désormais dans les escaliers, couloirs, cours intérieures et sur les toits. Les ordres s'adaptèrent à ce nouveau scénario. L'artillerie était employée avec plus de précision sur des zones concrètes, bien que le risque de tir ami augmentât. Parfois, de courts bombardements étaient demandés sur des pâtés de maisons encore non entièrement sécurisées, où un feu de soutien était utilisé pour neutraliser des positions situées à quelques centaines de mètres seulement des troupes elles-mêmes. Les soldats durent s'habituer au passage constant de projectiles au-dessus de leur tête, sans possibilité de distraction. Les communications devinrent plus complexes. Les radios ne fonctionnaient pas toujours correctement entre tant de métal et de béton. Les lignes téléphoniques de campagne étaient coupées par des débris ou des explosions. Les messagers devaient traverser des rues exposées pour transmettre ordres et rapports. La vie quotidienne se concentra dans des espaces réduits. Les points de rassemblement cessèrent d'être des camps ouverts et furent transférés dans des sous-sols, des hangars semi-détruits et des coins relativement protégés. Dormir signifiait s'allonger sur des débris, des sacs de sable ou des restes de mobilier, avec le fusil à portée immédiate. Les cuisines de campagne ne pouvaient plus approcher comme avant. La nourriture arrivait dans des récipients isolés, en quantités irrégulières et souvent froides. L'eau était obtenue à partir de puits, citernes ou conduites endommagées, toujours avec risque de contamination. Ainsi, bien avant que la bataille n'atteigne son point le plus intense, les soldats comprirent que la ville ne serait pas un objectif pouvant être pris rapidement, mais un espace nécessitant un combat prolongé dans chaque rue et chaque bâtiment. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les quartiers les plus proches du noyau industriel, la perception d'entrer dans un espace différent se fit plus marquée.
Il ne s'agissait plus seulement d'avancer vers un objectif indiqué sur les cartes, mais de pénétrer dans un réseau de structures où chaque intersection pouvait se transformer en point de résistance. Les usines, avec leurs murs épais et leurs vitres brisées, s'élevaient comme des forteresses improvisées. Les cheminées, noircies par des incendies récents, servaient de repères visuels dans un paysage où de nombreuses rues avaient perdu leurs panneaux et noms. Le bruit était constant. Il n'y avait pas de silence réel, seulement des variations dans l'intensité du fracas. Des tirs isolés, des rafales soudaines, l'écho d'explosions se multipliant entre les murs de béton. Les soldats apprirent à distinguer, presque instinctivement, le son d'un projectile ennemi, le craquement précédant l'effondrement d'une structure affaiblie ou le sifflement d'un tir proche. Cette adaptation rapide était une forme de survie dans un environnement où la menace n'était pas toujours visible. La relation avec l'espace changea également. Les distances se réduisirent à des mètres et à des pièces. Un bâtiment pouvait devenir un objectif pendant des heures et pourtant ne pas être complètement sécurisé. On avançait étage par étage, sécurisant les escaliers, inspectant les sous-sols, ouvrant des passages dans les murs pour éviter des sorties vers des rues trop exposées. Chaque progression exigeait une coordination étroite et une discipline devant être maintenue même sous pression constante. À la tombée de la nuit, la ville n'offrait aucun repos. L'obscurité multipliait l'incertitude et obligeait à renforcer les gardes et patrouilles internes. Les silhouettes se confondaient avec les débris et toute ombre pouvait être interprétée comme une menace. Dans ce contexte, les hommes commencèrent à comprendre que la traversée du Dône n'avait été que le seuil. Ce qui s'étendait devant eux n'était pas une opération rapide, mais une lutte prolongée où chaque journée gagnée se mesurerait davantage en résistance qu'en terrain conquis. La ville qui ne se rend pas. Le combat à l'intérieur des bâtiments suivait un schéma qui, avec des variations, se répétait encore et encore. On avançait sous la couverture de mitrailleuses et de mortiers, on lançait des grenades à travers portes et fenêtres, et on entrait par courte rotation, inspectant pièce par pièce. Souvent, les soviétiques attendaient cachés dans des cages d'escalier, des sous-sols ou derrière des ouvertures percées dans les murs intérieurs. Un étage pouvait être considéré comme sécurisé et, quelques heures plus tard, le feu ennemi réapparaissait au même endroit. L'existence de tunnels improvisés, de passages entre murs et de connexions internes dans les usines faisait que le contrôle allemand restait toujours incomplet. Les soldats apprirent à ne pas se fier au fait qu'un bâtiment soit réellement sécurisé, simplement parce qu'un drapeau y avait été hissé ou qu'un officier l'avait déclaré pris dans son rapport. Dans cet environnement, l'importance des ingénieurs et des armes de soutien augmenta de manière notable. Les sapeurs dégageaient les mines, ouvraient des brèches dans les murs pour éviter des sorties vers des rues trop exposées et plaçaient des charges pour neutraliser des positions ennemies. Les canons d'assaut s'approchaient autant que possible et tiraient directement sur les façades, les fenêtres ou les points de résistance identifiés. Cependant, chaque mouvement d'un véhicule dans des rues saturées de débris impliquait un risque considérable. Un seul impact bien placé, une grenade anti-char ou un projectile d'artillerie pouvait immobiliser ou détruire un blindé dont dépendait l'infanterie comme appui immédiat. La guerre urbaine affecta également le service médical de campagne. Les postes de secours s'installaient dans des sous-sols, des entrées d'usines ou des maisons partiellement détruites. Les blessés devaient être évacués par des couloirs improvisés, souvent sous le feu, et chaque transfert impliquait que plusieurs hommes quittent temporairement leur position. Les blessures par éclats, briques et effondrements s'ajoutaient aux blessures par balles. Le manque de repos aggravait les complications. Infections évoluant rapidement, pansements improvisés avec les matériaux disponibles et administration de morphine selon les quantités limitées disponibles. Beaucoup de soldats présentant des blessures modérées retournaient au combat avant de se rétablir complètement en raison de la pénurie de remplaçants et de la diminution constante des effectifs. Les conditions de vie se détériorèrent progressivement. Les abris étaient improvisés dans des caves ou des zones relativement couvertes, mais la ville n'offrait pas de véritable sécurité. Les toits pouvaient céder sous un impact, les murs pouvaient être traversés par des projectiles de gros calibre et le fracas constant rendait difficile la distinction entre une attaque directe et un bombardement lointain. Dormir signifiait fermer les yeux par intervalles brefs, casque sur la tête et armes à portée de main. Le froid nocturne devenait plus intense,
et les vêtements humides de sueur ou de pluie tardaient à sécher dans des intérieurs mal ventilés. Les pieds, soumis à des bottes trempées et de longues périodes d'immobilité, commençaient à présenter des ampoules et des problèmes circulatoires. Le ravitaillement cessa de suivre un schéma régulier. Les cuisines de campagne ne pouvaient plus approcher les secteurs les plus exposés, de sorte que les rations arrivaient dans des conteneurs transportés par des messagers, de petits groupes ou des véhicules légers se déplaçant rapidement et discrètement. Parfois, la nourriture arrivait chaude, d'autres fois à peine tiède ou déjà froide. L'eau devait être obtenue à l'intérieur de la ville, avec risque de contamination, et la faire bouillir n'était pas toujours possible en raison du manque de carburant ou de la nécessité de ne pas révéler les positions. La Volga, située à quelques centaines de mètres seulement dans certains secteurs, permettait l'arrivée nocturne de renforts et de ravitaillements soviétiques sous la protection du brouillard ou de l'obscurité. Depuis l'autre rive, des artilleurs bien positionnés maintenaient un feu constant sur les places, carrefours et zones où l'on suspectait une concentration allemande. Le résultat était une sensation permanente de vulnérabilité, même loin de la ligne la plus avancée. Tout point pouvait devenir la cible d'un bombardement soudain. Le moral variait selon le secteur et le jour. Parfois, la conquête d'un bâtiment clé ou la capture de prisonniers renforçait la perception de progrès. D'autres fois, la perte répétée des mêmes positions, l'augmentation des pertes et l'absence de rotation réelle érodèrent la confiance. Au fil des semaines, la structure des unités devint plus flexible, mais aussi plus fragile. Les effectifs théoriques perdirent de leur importance face aux hommes réellement disponibles. Des groupes improvisés se formaient pour des tâches spécifiques, mélangeant les restes de différentes compagnies ou bataillons. Les commandants, soumis à une pression constante, prenaient des décisions avec des informations incomplètes dans un environnement où les distances tactiques se mesuraient en dizaines de mètres, et chaque mouvement était conditionné par des tirs croisés venant de multiples directions. Avec le temps, les soldats perdirent toute notion claire du calendrier. La ville se dissolvait en une séquence de combats, de courts repos, de déplacements courts et de réajustements de position. Ce qui importait n'était pas la date, mais si un secteur avait été gagné ou perdu la veille, combien de munitions restaient et combien d'hommes pouvaient se lever lorsque l'ordre de se former était donné. La lumière du jour montrait sans filtre la dévastation des rues. La nuit apportait le risque d'infiltration, de patrouilles ennemies et de changements soudains dans le contrôle de bâtiments entiers. À la mi-octobre, après de nombreuses offensives localisées, la situation à Stalingrad était celle d'une ville partiellement occupée, avec des poches de résistance soviétiques solidement établies le long de la Volga et à des points stratégiques à l'intérieur, d'où ils continuaient à maintenir une défense persistante. La limite humaine. À la fin du mois d'octobre, les Allemands percevaient clairement qu'un changement s'était produit dans la bataille, même si les ordres continuaient à parler d'avancées et d'opérations de nettoyage. La ville tenait toujours debout, transformée en un paysage de ruines, mais elle ne s'était pas brisée. Les attaques qui auraient dû être décisives se transformaient en une succession d'offensives partielles, consommant hommes et matériel sans parvenir à rompre définitivement la défense soviétique. Pourtant, du commandement arrivait une consigne constante. Le combat à Stalingrad devait se conclure avant que l'hiver ne ferme complètement les possibilités de manœuvre. Le schéma d'attaque se répétait avec insistance. Bombardements préparatoires, avancées de groupes d'assaut, tentatives de pénétration dans des bâtiments clés et contre-attaques soviétiques qui récupéraient une partie du terrain perdu. Les soldats s'habituèrent à ce qu'un point considéré comme conquis puisse être disputé à nouveau 2 ou 3 fois en quelques jours. Chaque opération exigeait un effort plus grand pour gagner des espaces de plus en plus réduits. Le terrain urbain, réduit à des squelettes de béton et de briques, absorbait projectiles et hommes sans offrir une sensation tangible d'avancée. À la pression du combat s'ajoutait la détérioration du ravitaillement. Ce qui était auparavant considéré comme normal devint incertain. Les routes de ravitaillement étaient longues, vulnérables aux attaques aériennes et de partisans, et saturées par la nécessité d'approvisionner non seulement le 6e armée, mais toutes les forces déployées sur le vaste front sud. Les soldats notaient la différence dans les détails quotidiens. Moins de pain, moins de graisse, plus d'écart entre les repas, des conserves arrivant plus lentement, du café de substitution rationné avec plus de soin. L'arrivée du froid ajouta une difficulté supplémentaire.
D'abord des nuits plus froides, le souffle visible dans l'obscurité, des mains engourdies difficiles à fermer autour du fusil. Puis vinrent les gelées sévères, boue durcie, vent coupant et vêtements d'hiver distribués de manière inégale. Certains secteurs reçurent manteaux et lainages. D'autres continuèrent à combattre avec des uniformes prévus pour des climats moins extrêmes. Les soldats improvisaient avec des couvertures, des vêtements civils trouvés dans des maisons abandonnées et des couches superposées. Pourtant, les pieds souffraient dans des bottes humides et les doigts se glaçaient en manipulant chargeurs, grenades ou outils. La contradiction entre les rapports optimistes et la réalité immédiate devint de plus en plus évidente. Les communiqués parlaient de progrès continu, de consolidation des positions et de nouvelles avancées vers le fleuve. Cependant, les rotations étaient rares. Dans de nombreux cas, se reposer signifiait à peine quelques heures dans un sous-sol moins exposé, pas un véritable relais loin de la ligne. Le facteur psychologique commença à peser plus lourdement. Bien que les soldats ne disposassent pas d'une vision stratégique complète, ils percevaient que la bataille s'était prolongée bien au-delà des prévisions. Chaque nouvelle attaque était annoncée comme l'effort décisif pour anéantir la résistance, mais le combat se réintensifiait encore et encore. La fatigue prolongée se manifestait par de petits signes constants. Réponse plus lente, moindre tolérance à la frustration, silence long pendant les repas et discussions brèves pour des détails insignifiants. La discipline se maintenait, souvent soutenue plus par l'inertie et l'habitude que par conviction. Les maladies commencèrent à se propager plus fortement. Outre les blessures de combat, apparurent des cas de dysenterie, d'infections cutanées et de problèmes respiratoires. Les médecins de campagne manquaient de ressources suffisantes. Les antibiotiques n'étaient pas encore disponibles comme ils le seraient dans les conflits ultérieurs et de nombreuses infections étaient traitées par des moyens traditionnels, pas toujours efficaces. Les hommes légèrement malades restaient en ligne tant qu'ils pouvaient tenir leur fusil. Les pertes non combattantes augmentaient, bien qu'elles ne fussent pas toujours enregistrées avec précision au milieu du chaos urbain. Ces jours-là, le commandement réitéra que la ville devait être prise avant que l'hiver ne s'installe complètement. De nouveaux efforts coordonnés furent ordonnés contre les zones industrielles et les quartiers considérés comme décisifs pour briser la défense soviétique. Usines transformées en complexes de béton et métal, nœuds ferroviaires partiellement opérationnels et blocs de logements ouvriers. Chaque secteur devenait un objectif prioritaire, avec des noms répétés encore et encore dans les rapports. La logique était claire, si l'on fragmentait et réduisait les dernières poches soviétiques, la ville tomberait définitivement entre les mains allemandes. Cependant, les résultats ne correspondaient pas aux attentes. Les attaques obtenaient des avancées locales, mais à un coût énorme. Les positions soviétiques, soutenues par l'artillerie de l'autre côté de la Volga et par des renforts arrivant la nuit, se recomposaient après chaque coup. Même lorsqu'un bâtiment important était pris, les défenseurs établissaient de nouvelles lignes à l'arrière, dans d'autres usines, dans d'autres blocs, sur d'autres hauteurs. La ville semblait offrir une réserve inépuisable de recoins d'où résister. À la mi-novembre, le climat devint définitivement hivernal. Le froid cessa d'être une gêne pour devenir un facteur déterminant. La glace couvrait flaques, escaliers et surfaces métalliques. Le vent traversait les manteaux mal ajustés et la respiration formait de petits nuages blancs se mêlant à la fumée persistante des incendies encore actifs. La neige commença à tomber de manière intermittente, recouvrant débris et corps, effaçant les traces et rendant encore plus difficile l'identification des mines et obstacles. Les Allemands, qui avaient déjà connu l'hiver russe l'année précédente, comprirent le sens de cette transition. La capacité de manœuvre se réduirait, les conditions de vie s'aggraveraient et chaque problème de ravitaillement deviendrait plus grave dans un environnement où la bataille, loin de se résoudre, semblait se durcir à chaque journée. Opération Uranus, l'encerclement. À l'aube du 19 novembre 1942, les soldats furent réveillés plus tôt que d'habitude. Il n'était pas question d'une attaque allemande, mais l'atmosphère était différente. Il faisait froid. Le ciel restait couvert et le vent transportait une neige fine entre les ruines. Au début, seules circulaient des rumeurs éparses. Quelque chose se mouvait dans les secteurs du nord, loin de leur position. Peu après, le bruit de l'artillerie commença à dominer le murmure habituel du front, et ce n'était pas de l'artillerie allemande. Depuis l'arrière arrivaient des échos profonds,
Une cadence de feu soutenue qui ne correspondait pas au bombardement de routine. Les premières informations concrètes parvinrent de manière fragmentée. On parla d'une attaque soviétique contre des positions roumaines sur le flanc nord. L'information descendit dans la chaîne de commandement en phrases brèves: forte concentration d'artillerie ennemie, rupture de certaines lignes, nécessité de réajuster les réserves pour soutenir le front. Pour ceux qui combattaient à l'intérieur de la ville, cela semblait lointain. Un épisode de plus sur un front immense. Leur focus immédiat restait sur le même secteur de ruines. Pourtant, le bruit de fond était différent. Un feu continu, plus intense, qui ne s'arrêtait pas après quelques minutes mais se prolongeait pendant des heures. Au fil de la journée, le schéma se répéta. L'artillerie soviétique frappait en profondeur le dispositif allemand, pas seulement dans l'environnement urbain. Les mentions de contre-attaques et de situations critiques sur les flancs se firent plus fréquentes. Certains sous-officiers murmuraient que les unités alliées supportaient le poids principal de l'attaque. Avec des moyens limités pour résister à une offensive de grande envergure, et après des mois d'usure, les Allemands pouvaient imaginer ce que cela signifiait pour des formations moins équipées de subir un tel choc en terrain ouvert. Le 20 novembre, la pression s'étendit vers le sud. De nouvelles offensives soviétiques furent lancées contre des flancs plus éloignés de la ville, répétant le schéma d'artillerie massive suivi d'attaques d'infanterie et de blindés. Du point de vue des soldats à Stalingrad, la bataille prit une double dimension. D'un côté, le combat urbain se poursuivait avec échange de tirs, petites attaques locales et ajustements de position. De l'autre, les rapports depuis l'arrière changeaient de ton. On parlait de brèches dans le front, d'unités alliées repoussées, de dépôts menacés et de routes de ravitaillement sous feu direct ou déjà aux mains de l'ennemi. La confusion devint visible dans la circulation des véhicules et du personnel. Quelques jours auparavant, le mouvement avait une direction claire vers la ville: ravitaillement, renforts et remplacements. Maintenant, les soldats observaient des camions se déplacer sans logique apparente, des colonnes se regroupant à des intersections improvisées, des officiers tentant d'organiser le flux, tandis que de nouveaux rapports sur l'offensive soviétique arrivaient. Certains véhicules filaient à toute vitesse vers l'arrière, chargés de blessés ou de matériel qu'on essayait de sauver avant que les routes soient coupées. Dans les positions urbaines, les ordres immédiats ne changèrent pas au début. On insistait pour maintenir les lignes, sécuriser les bâtiments clés et éviter les retraits non autorisés. On parlait d'une situation compliquée sur les flancs, mais on transmettait que le commandement avait le contrôle et prendrait les mesures nécessaires pour stabiliser le front. Le 21 novembre, les rumeurs prirent plus de concret. On mentionna des mouvements soviétiques qui ne se contentaient pas de rompre les lignes alliées, mais avançaient vers des points névralgiques de l'arrière allemand: carrefours, ponts sur le Don et dépôts de ravitaillement. Les soldats commencèrent à entendre un terme qui jusque-là était théorique dans leur formation: encerclement. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque frontale ou latérale, mais d'un mouvement visant à fermer un anneau autour du 6e armée et des forces associées dans le secteur de Stalingrad. La réaction immédiate dans la ville fut de durcir les postures défensives. Les positions furent renforcées, des replis tactiques effectués pour raccourcir les lignes et des points forts préparés dans des bâtiments solides et des structures souterraines. Il fut ordonné d'économiser les munitions, de vérifier les réserves de nourriture et d'identifier les caves et abris aptes à une résistance prolongée. Ce type d'instruction, centré davantage sur la survie soutenue que sur l'avancée, indiquait un changement d'approche qui n'était pas encore exprimé ouvertement. Le 22 novembre, les nouvelles sur l'avancée soviétique à l'arrière se firent plus fréquentes. On parlait de colonnes mécanisées se déplaçant rapidement à travers la steppe, profitant des brèches ouvertes dans les lignes alliées. Certains rapports mentionnaient la chute de localités clés et la menace directe sur des nœuds logistiques et de commandement. Enfin, le 23 novembre arriva la confirmation. Un message descendit dans la chaîne de commandement. Les forces soviétiques qui avaient percé au nord et au sud avaient réussi à se rejoindre, fermant un encerclement autour du groupement allemand à Stalingrad et dans ses environs. Les soldats entendirent la nouvelle sans détails exhaustifs sur la nouvelle carte opérationnelle, mais avec une idée claire: le 6e armée se trouvait à l'intérieur d'une poche encerclée par l'ennemi. Les ordres ultérieurs furent clairs dans leur logique immédiate:
Il fallait organiser un périmètre défensif interne, attribuer des secteurs, consolider les points forts et réorganiser les unités en fonction de la nouvelle réalité. Les concepts antérieurs de percée vers la Volga furent relégués. La priorité devint de maintenir les positions, résister et conserver la cohésion. Les dépôts de munitions et de nourriture dans la zone encerclée devinrent d'une importance critique. Des inventaires furent effectués, les rations réajustées et des itinéraires internes planifiés pour déplacer les approvisionnements sous feu ennemi. Pour les soldats, l'effet psychologique fut immédiat. L'idée d'être en campagne autour d'une ville se transforma en conscience d'être piégé dans un espace encerclé. Aucune retraite immédiate ni rupture du siège à court terme n'était annoncée. Les communiqués parlaient de résister, de tenir la poche et d'attendre les décisions du commandement supérieur. Dans la pratique, la vie quotidienne s'adapta à cette nouvelle condition. L'usage de chaque cartouche, chaque bandage et chaque portion de nourriture devint plus prudent. Les positions furent renforcées avec une mentalité différente, pensant non seulement à l'attaque suivante, mais à la possibilité d'un isolement prolongé. Les combats dans la ville continuèrent. Les soldats affrontèrent les mêmes ennemis dans les mêmes ruines avec les mêmes armes. Mais désormais, ils le faisaient en sachant que, au-delà des bâtiments détruits et des secteurs disputés, l'espace autour du 6e armée formait un anneau contrôlé par les forces soviétiques, fermé définitivement sur eux. L'ordre qui marqua la fin de cette période initiale du siège fut direct et sans fioriture. Consolider les défenses et rester sur les positions assignées à l'intérieur de la poche. L'illusion du pont aérien. Les premiers vols de ravitaillement se faisaient surtout sentir à proximité des aérodromes internes. Les Allemands combattant à l'intérieur de la ville n'en percevaient l'effet que lorsque de nouvelles caisses de munitions ou de rations arrivaient, dont l'origine n'était plus aussi claire qu'auparavant. Ils savaient qu'en dehors de Stalingrad, existaient encore des pistes opérationnelles où des avions de transport tentaient d'atterrir dans des conditions extrêmement difficiles, neige, glace, brouillard, tirs anti-aériens et bombardements soviétiques. Certains appareils parvenaient à décharger nourriture, carburant et médicaments, d'autres étaient endommagés ou ne réussissaient pas à s'approcher. La capacité réelle du pont aérien était un élément inaccessible pour les troupes, qui ne voyaient que le résultat final, le peu qui parvenait aux compagnies. Les rations furent réorganisées selon des critères stricts. Des quantités réduites par homme et par jour furent fixées avec peu de marge de flexibilité. Le pain devint plus rare, la viande moins fréquente et les graisses acquièrent une valeur particulière. Les soldats ingéraient moins que ce que l'effort quotidien exigeait. Pourtant, une logique demeurait dans la répartition. Listes, contrôles et responsables d'unités notaient avec précision ce qui entrait et ce qui sortait. Les réserves étaient stockées dans des caves et dépôts improvisés, conscients que tout impact direct, incendie ou pénétration ennemie pouvait détruire des ressources désormais difficiles à remplacer. Le froid s'intensifia progressivement à la fin novembre. Au début décembre, le sol se durcit et la neige couvrit de larges zones de la ville et de ses alentours. Les abris en sous-sol atténuaient le vent, mais ne supprimaient pas le froid. Des poêles improvisés, alimentés avec des morceaux de bois, des restes de meubles ou des poutres détachées, ne fonctionnaient que lorsqu'il y avait quelque chose à brûler et lorsque la fumée pouvait s'évacuer sans trahir la position. Les hommes dormaient avec tous leurs vêtements, enveloppés dans des couvertures râpées et collés les uns aux autres pour conserver la chaleur. Le corps dépensait de l'énergie simplement pour rester chaud, même au repos et en dehors du combat. Les engelures apparurent d'abord aux mains et aux pieds. Ceux qui restaient trop longtemps de garde dans des positions exposées montraient des doigts engourdis, une peau blanchâtre et une perte de sensibilité. Les chaussures, trempées par la neige fondue et la boue gelée à l'intérieur, séchaient à peine. Les chaussettes et bandages étaient réutilisés encore et encore. Les médecins de campagne, avec des ressources limitées, avertissaient des risques d'exposition prolongée, bien qu'il fût impossible de l'éviter complètement. Les soldats adaptèrent leur comportement, relève plus courte lorsque possible, mouvement constant des doigts et des pieds et utilisation de tout matériau supplémentaire pour envelopper les extrémités. La médecine de campagne fit face à un double défi. D'un côté, les blessures de combat provoquées par l'artillerie, les armes légères et les effondrements augmentaient. De l'autre, croissaient les maladies liées à la malnutrition, au manque d'hygiène et au froid.
infections respiratoires, dysenterie et inflammations cutanées. Les postes de secours étaient saturés. Les antibiotiques ne faisaient pas encore partie de l'arsenal habituel, de sorte que l'on dépendait de désinfectants classiques, de bandages, de repos et, dans certains cas, d'interventions chirurgicales rudimentaires effectuées dans des conditions extrêmes. Beaucoup de blessés qui, dans d'autres circonstances, auraient été évacués à l'arrière, restaient à l'intérieur de la poche, occupant des lits rares et consommant des ressources difficiles à renouveler. Le pont aérien avait également un coût humain que les troupes commençaient à percevoir par récits indirects. On parlait d'avions abattus par le feu anti-aérien, d'appareils obligés de larguer des cargaisons depuis le ciel sans précision et de pistes bombardées lors des manœuvres d'atterrissage. Chaque appareil perdu signifiait non seulement l'absence de sa cargaison, mais aussi la diminution d'une capacité de transport qui ne pouvait être remplacée au même rythme que la consommation des ressources à l'intérieur du siège. Bien qu'ils ne disposassent pas de chiffres exacts, les soldats pressentaient la disproportion entre ce dont la poche avait besoin et ce qu'elle pouvait réellement recevoir par voie aérienne. Les opérations de combat ne s'arrêtèrent pas. En décembre, les Soviétiques lancèrent des attaques et reconnaissances en force contre le périmètre, recherchant les points faibles et évaluant la capacité de réponse allemande. Les unités affectées à la défense urbaine alternaient périodes de feu intenses et moments d'attente tendus. L'ordre principal restait conserver les positions, économiser les munitions et ne céder du terrain que si cela était strictement nécessaire. Dans certains secteurs, des contre-attaques locales furent menées pour récupérer des bâtiments ou améliorer des lignes, mais il n'était plus question d'offensives étendues à l'intérieur de la ville. Le moral traversa une phase ambiguë. L'existence du pont aérien et l'espoir d'une éventuelle opération de secours extérieur alimentaient l'idée que la situation, bien que critique, n'était pas définitive. Cependant, l'expérience quotidienne contredisait cet espoir. Chaque semaine, les rations diminuaient, les pertes s'accumulaient, le matériel se détériorait et la fatigue s'approfondissait. Les conversations privées reflétaient cette tension. Certains gardaient confiance dans le commandement supérieur, d'autres constataient la réalité tangible de la faim et de l'usure. Le commandement renforça la discipline. On rappela les sanctions pour pillage, abandon de poste ou désobéissance, et l'on insista sur la préservation de l'ordre interne afin que l'armée continue de fonctionner comme telle. Des patrouilles de police militaire et des officiers de justice parcouraient les zones de l'arrière immédiat, contrôlant les mouvements et enquêtant sur les incidents. Dans le même temps, la vie quotidienne entraînait de petites transgressions. Échange informel de nourriture entre unités, recherche de carburant dans des bâtiments abandonnés et utilisation de matériel civil pour améliorer l'abri ou les refuges. La structure interne de la poche s'adapta progressivement à la nouvelle réalité. Les secteurs furent redéfinis, les unités repositionnées et les forces concentrées sur des points jugés essentiels. Certaines zones moins critiques restèrent avec des garnisons réduites en comptant sur le climat et le terrain pour compliquer une attaque ennemie de grande envergure. Les soldats participèrent à des déplacements courts, se déplaçant d'un bloc à un autre, d'une usine à un pâté de maison, toujours dans le même environnement de ruines enneigées et de rues couvertes de débris. Vers la fin décembre, l'effet cumulatif de l'isolement était évident. Le pont aérien restait actif, mais sa capacité ne compensait pas la consommation quotidienne d'une armée entière. Les rations étaient plus petites et plus espacées. La viande avait presque disparu du régime. Le pain était distribué en portions qui, quelques mois plus tôt, auraient été insuffisantes même pour un seul déjeuner. La fatigue ne se soulageait plus par une nuit de sommeil, même lorsqu'il était possible de dormir plusieurs heures d'affilée. La perte de poids se reflétait sur les visages et dans les uniformes de plus en plus amples. Dans ces derniers jours de l'année, tandis que la neige recouvrait presque entièrement les restes de la ville et que le Volga devenait une bande glaciale continuant de soutenir l'artillerie soviétique, les soldats acceptèrent comme normale une situation qui, quelques semaines auparavant, aurait paru exceptionnelle: combattre, manger peu, manquer de certitude sur l'avenir immédiat et dépendre, jour après jour, de l'arrivée irrégulière de quelques avions qui, depuis le ciel hivernal, faisaient la différence entre une survie précaire et l'épuisement total des ressources à l'intérieur de la poche. Tempête hivernale et refus de se replier. Au début décembre, lorsque le froid était devenu constant et que la neige recouvrait les ruines,
La possibilité d'une opération de secours modifia l'atmosphère sans pour autant atténuer la dureté du quotidien. Elle introduisait, plus que des changements matériels, un élément d'attente. Les officiers expliquaient qu'il était essentiel de maintenir les positions, de conserver la cohésion et de sécuriser les aérodromes encore utilisables, car ils seraient des points clés si un corridor pouvait être ouvert. Les soldats, habitués à des ordres centrés uniquement sur la survie immédiate, perçurent pour la première fois depuis la fermeture de l'encerclement une nuance différente. On parlait de quelque chose qui allait au-delà de résister et rationner. Les combats dans la ville se poursuivirent, avec toutefois des ajustements tactiques. On insista pour consolider des lignes plus courtes, réduire les saillies et renforcer les bâtiments stratégiques servant de nœuds de résistance. Les soldats participèrent à des replis limités pour rectifier le front, toujours sous la règle de ne céder que le strict nécessaire. Chaque portion de rue abandonnée était échangée contre la possibilité d'une défense plus compacte. De nouvelles positions furent creusées parmi les ruines, des sous-sols renforcés et des munitions stockées dans des lieux moins visibles. Le périmètre intérieur de la poche se préparait à une phase prolongée de résistance, même si l'on parlait de l'arrivée de forces amies. À la mi-décembre, des nouvelles plus concrètes circulèrent. On signalait une attaque depuis le sud-ouest, menée par des unités blindées progressant vers la zone de Stalingrad. Les soldats ne pouvaient rien voir de tout cela, mais les rapports lus à voix haute dans des sous-sols éclairés par des lampes à combustible improvisées mentionnaient des localités connues des cartes précédentes. Le message essentiel restait toujours le même. Le commandement extérieur était en mouvement et le 6e armée devait tenir plusieurs jours de plus pour permettre la jonction. Les rapports semblaient confirmer un progrès en cours. On parlait de distances qui se réduisaient, de populations prises et d'une résistance soviétique intense, mais contenue. Dans la ville, la réaction fut un mélange d'espoir prudent et de scepticisme acquis. Les soldats affrontaient toujours le même ennemi, sous le même froid et avec les mêmes rations réduites. La différence résidait dans la possibilité, encore indirecte, d'une sortie qui ne dépendait pas uniquement de leur force à l'intérieur de l'encerclement. Beaucoup attendaient un ordre décisif, une tentative de percée coordonnée, une attaque depuis l'intérieur se joignant à l'offensive extérieure, une manœuvre convergente pour ouvrir un corridor. Cependant, les instructions descendues dans la chaîne de commandement étaient claires dans leur négation. Il n'y aurait pas de retrait général ni de mouvement massif du 6e armée vers le sud-ouest. La mission restait de tenir Stalingrad et ses alentours, de soutenir le bastion sur le Volga et de compter sur le secours extérieur pour lui seul. Pour les soldats, cet ordre signifiait rester dans les mêmes ruines, continuer à défendre les mêmes secteurs et ne pas abandonner les aérodromes encore fonctionnels, même s'ils étaient soumis à un feu constant. L'entretien de ces pistes nécessitait hommes, artillerie anti-aérienne et carburant, tous de plus en plus rares. Pourtant, du personnel et du matériel continuaient d'être affectés à leur protection, car elles représentaient le seul lien physique avec l'extérieur. Parallèlement, le ton des rapports sur le supposé secours commença à changer. Ce qui, au départ, se présentait comme une avancée décisive, fut désormais décrit comme une opération rendue difficile par le terrain, le climat et la résistance soviétique. On parlait de contre-attaques ennemies, de pertes matérielles et de la nécessité de consolider les positions conquises. Les soldats, ayant déjà constaté comment la guerre transformait les plans linéaires en séquences irrégulières d'avancée et de recul, comprirent que le rythme prévu n'était pas respecté. Dans la ville, l'hiver imposait sa propre logique. Le pont aérien continuait, mais le volume de fourniture n'augmentait pas de manière perceptible. Les rations diminuèrent progressivement, l'état physique des hommes se dégrada, et les maladies ainsi que les engelures occupèrent de plus en plus d'espace dans les postes de secours. Les unités d'infanterie avaient moins de capacité pour effectuer des manœuvres complexes, simplement parce que leurs membres étaient affaiblis. Tout déplacement dans la neige nécessitait un effort disproportionné par rapport au mois précédent. L'artillerie soviétique et les attaques d'hostilité autour du périmètre ne laissèrent aucun répit. L'ennemi ne se contentait pas d'attendre le résultat de l'opération de secours. Il continuait à jauger les défenses, à frapper les points sensibles et à tester la réponse allemande. Les soldats vivaient cette pression constante comme une succession d'alertes, de renforts ponctuels et de réorganisations sectorielles. Le périmètre se maintenait, mais au prix d'une tension permanente et de l'usure d'unités à peine capables de couvrir les fronts assignés avec des effectifs complets.
Finalement, le moment arriva où les communications cessèrent de parler d'une avancée avec des chances réelles de succès. Il n'y eut pas d'annonce dramatique, les mentions de l'opération extérieure diminuèrent progressivement, remplacées par des références à des modifications d'objectifs et de nouvelles situations stratégiques. À l'intérieur de la poche, les commandements communiquèrent qu'il n'y aurait ni percée coordonnée ni retrait général. La mission restait de tenir le terrain actuel le plus longtemps possible. Le mot « secours » perdit tout contenu pratique et devint une référence lointaine. Les soldats assimilèrent silencieusement la nouvelle réalité. Il n'y eut pas de débats ouverts dans les sous-sols. Les conversations se limitèrent à de brefs commentaires sur ce qui était déjà pressenti depuis plusieurs jours. Ils étaient seuls à l'intérieur de l'encerclement, avec un pont aérien insuffisant, des réserves en diminution et un ennemi prêt à lancer à tout moment une offensive finale. L'ordre qui clôtura cette période fut simple dans sa formulation et vaste dans ses conséquences quotidiennes, rester aux positions et poursuivre la résistance à l'intérieur de la poche. Janvier 1943, désintégration de la poche. Au début janvier 1943, les Allemands comprirent que la situation à l'intérieur de la poche était entrée dans une phase différente. Il ne s'agissait plus seulement du froid, déjà extrême, ni de la faim, qui depuis longtemps avait cessé d'être une sensation passagère pour devenir un état permanent. La nouveauté résidait dans la perception claire que la structure militaire du 6e armée commençait à se désagréger, non par manque d'ordre, mais par manque de moyens pour les exécuter. Les premiers jours du mois furent marqués par une augmentation notable du feu soviétique. L'artillerie bombardait régulièrement les secteurs urbains encore aux mains des Allemands, concentrant ses frappes sur les carrefours, les bâtiments élevés, les abris identifiés et les accès au sous-sol. Les soldats voyaient comment des points ayant servi pendant des semaines de centres de commandement, de dépôts ou de postes de secours étaient rendus inutilisables en quelques minutes. Chaque impact précis provoquait non seulement des pertes, mais obligeait également à réorganiser encore une fois les rares réserves disponibles. Parallèlement, les forces soviétiques lancèrent une offensive méthodique contre le périmètre. Il ne s'agissait pas d'attaques dispersées, mais de poussées coordonnées pour réduire la poche, la comprimer et la diviser en secteurs plus faciles à gérer. Les soldats participèrent à des défenses successives de rues et de bâtiments qui jusqu'alors étaient relativement éloignés de la première ligne. Ce qui était auparavant l'arrière immédiat devint un front. Ce qui avait été une zone de passage se transforma en position de combat. La profondeur défensive se réduisait, et avec elle, la capacité d'absorber les coups sans fractures internes. La perte des aérodromes encore fonctionnels marqua un tournant. Sous un feu soutenu d'artillerie et des attaques aériennes, les pistes devinrent inopérantes ou trop dangereuses, même pour des décollages et atterrissages d'urgence. Bien que de nombreux soldats n'y fussent pas affectés directement, ils savaient que les effets de leur chute se feraient sentir immédiatement. La réduction brutale des approvisionnements devint évidente. Du jour au lendemain, les munitions ne parvinrent plus en quantités minimales acceptables. Les rations tombèrent à des niveaux permettant à peine de rester debout. Le tabac, le café de substitution et d'autres petits éléments de routine disparurent presque totalement. À défaut de nouvelles livraisons, tout dépendait de ce qui se trouvait déjà à l'intérieur de la poche. Les dépôts furent vérifiés, les stocks recomptés et les rations abaissées pour la 3e ou 4e fois. Les soldats consommaient du pain en quantité symbolique, des soupes claires avec des restes de graisse et parfois de la viande de cheval autrefois utilisée pour le transport. La faim commença à affecter la capacité de décision et la force physique. Les mouvements simples demandaient un effort disproportionné. Monter des escaliers nécessitait des pauses, creuser une nouvelle position dans la neige, et les décombres devenaient une tâche exténuante. L'offensive soviétique avançait par secteur. En certains points, les unités allemandes réussissaient à freiner temporairement la poussée. En d'autres, elles étaient contraintes de reculer vers de nouvelles lignes à l'intérieur du réseau de ruines. Les Allemands assistèrent à la fragmentation progressive de l'armée en noyaux plus petits, isolés les uns des autres. Les communications radio échouaient de plus en plus fréquemment, les lignes téléphoniques étaient détruites presque aussitôt qu'elles étaient posées, et les messagers mettaient des heures pour parcourir des distances autrefois couvertes en quelques minutes. En conséquence, les ordres arrivaient tard ou pas du tout, et les commandants de compagnie ou de bataillon devaient décider en fonction de ce qu'ils voyaient directement
et non selon un plan global. Le tableau humain se détériorait rapidement. Les pertes n'étaient plus comptabilisées avec précision et de nombreux blessés ne pouvaient être évacués au-delà d'un sous-sol proche où ils recevaient des soins limités. Les médecins travaillaient avec des ressources minimales, recourant à des solutions improvisées. Fragments de tissu comme pansements analgésiques rationnés au maximum, interventions réalisées sans conditions adéquates d'asepsie. Les soldats observaient comment des camarades gravement blessés, qui dans d'autres circonstances auraient eu des chances de survie, étaient laissés à l'évolution naturelle de leurs blessures. Au milieu de ce processus, la discipline se maintint en grande partie, bien que des signes de tension apparaissent. Certains soldats s'éloignèrent de leurs unités à la recherche de nourriture ou d'un abri plus sûr, ainsi que des incidents de pillage de magasins civils non encore enregistrés. La police militaire et les commandements tentaient de contenir ces comportements, mais leur capacité de contrôle était limitée. Pourtant, les soldats continuaient à répondre aux ordres immédiats. Occuper un bâtiment, tenir une rue, se replier jusqu'à un point déterminé. L'inertie du devoir, l'habitude et la pression de l'environnement maintenaient en fonctionnement une structure qui, sur le papier, avait déjà dépassé sa capacité de résistance. Au fur et à mesure que janvier avançait, la poche commença à se fracturer en sections isolées. Les secteurs du sud furent séparés de ceux du nord. Des unités ayant combattu ensemble pendant des mois perdirent tout contact. Les Allemands remarquèrent que les noms de certaines divisions cessèrent d'être mentionnés dans les conversations. On ne savait tout simplement plus rien d'elles. Les routes internes devinrent dangereuses ou impraticables. Se déplacer d'un secteur à l'autre impliquait de traverser des zones sous feu direct ou d'artillerie. Le front cessa d'être une ligne continue et se transforma en un mosaïque de points de résistance soumis à une pression constante. L'artillerie soviétique, soutenue par des observateurs bien placés, frappait avec une précision croissante. Les concentrations de troupes allemandes devenaient de plus en plus rares, précisément pour éviter de devenir des cibles évidentes. La tactique se réduisait à de petits groupes défendant des bâtiments spécifiques avec pour consigne de résister tant qu'il restait des munitions. Les soldats utilisaient chaque cartouche avec un calcul conscient, mesurant les distances et attendant le moment où un tir pourrait avoir un effet réel. Les grenades étaient réservées à des situations critiques et les armes automatiques employées en rafales courtes et contrôlées. Dans les derniers jours du mois, la désintégration de la poche était évidente même sans carte. Le bruit des combats entourait chaque position. Le feu d'artillerie provenait de multiples directions et lorsque le ciel se dégarnissait, des colonnes de fumée étaient visibles partout. Les soldats, réduits à une bande de ruines gelées de plus en plus étroite, comprirent que le 6e armée ne fonctionnait plus comme une force cohérente, mais comme une somme de noyaux isolés résistant avec des moyens minimes face à la fermeture inexorable de l'offensive soviétique sur les restes de Stalingrad. Reddition et captivité immédiate. Lorsque la résistance allemande à Stalingrad fut réduite à quelques noyaux isolés, les soldats comprirent que les ordres commençaient à changer de forme sans en modifier le ton. On ne parlait plus de contre-attaque locale, ni de rectification de ligne. Il s'agissait désormais de résister jusqu'au dernier cartouche, de maintenir la cohésion et d'éviter toute débandade. Dans le même temps, la réalité matérielle rendait presque impossible l'exécution de ces consignes. Les munitions étaient au minimum, la nourriture à peine suffisante pour rester debout, et le froid paralysait à la fois les extrémités et la pensée. La structure militaire existait encore sur le papier, mais en pratique, elle se maintenait par l'inertie du devoir et par l'absence d'alternative lors de ces derniers combats. Les soldats défendaient des positions qui, quelques semaines auparavant, auraient été considérées comme de l'arrière. Sous-sol saturé de fumée, rez-de-chaussée sans toiture, angles ouverts sur plusieurs directions de tir. L'artillerie soviétique frappait de manière quasi constante et l'infanterie progressait en vagues, utilisant chaque ruine comme point d'appui. Les Allemands répondaient avec ce qu'ils avaient, des fusils avec peu de cartouches, des mitrailleuses tirant par courtes rafales pour économiser les munitions et des grenades réservées à freiner les assauts immédiats. Chaque nouvelle attaque était plus difficile à contenir que la précédente, simplement parce qu'il restait moins d'hommes capables de tenir un fusil. Les nouvelles sur la situation générale arrivaient déformées et fragmentaires. À travers des commentaires de commandants et des rumeurs, on apprit que l'armée s'était subdivisée en secteurs nord et sud, avec des communications presque inexistantes entre les deux.
On parla également de reddition partielle de groupes encerclés et contraints de déposer les armes. Dans les derniers messages formels, le langage changea. Moins de références à la victoire finale, plus de mentions à l'honneur, à la résistance et au devoir jusqu'au bout. Ces mots ne modifiaient pas le fait concret que, autour d'eux, les positions diminuaient de jour en jour. La reddition ne survint pas comme un acte unique et clair, mais comme une accumulation de signes. D'abord, le relatif silence de l'artillerie allemande qui pouvait à peine répondre, ensuite la diminution quasi totale du feu propre dans certains secteurs. Enfin, des ordres directs parvinrent. Cesser le feu, détruire les documents sensibles et rester dans les abris en attendant des instructions supplémentaires. Les soldats écoutèrent ces messages avec une acceptation sombre et une étrange tranquillité, conscients qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y eut ni long discours ni cérémonie, seulement l'indication concrète d'interrompre le combat. Peu après, les premières unités soviétiques atteignirent les abords de leur position. Le contact initial fut tendu mais bref. Les Allemands reçurent l'ordre de sortir sans armes, les mains visibles. Ils émergèrent dans un ensemble de rues qui n'étaient plus vraiment des rues, mais une série de passages irréguliers entre les ruines couvertes de neige. Les hommes s'alignaient comme ils pouvaient, certains bandés, d'autres appuyés sur des camarades pour ne pas tomber. Les Soviétiques contrôlèrent chacun d'eux, confisquant objets de valeur, montres, jumelles et documents. Les armes étaient restées derrière. Ce qui suivit ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu jusque-là. En quelques heures, ceux qui jusqu'alors avaient fait partie d'une armée devinrent des prisonniers de guerre. Les premières consignes soviétiques furent simples et strictes. Former des colonnes, ne pas quitter la file et obéir aux gardes. La priorité immédiate était de concentrer les prisonniers dans des points désignés. La marche commença à un rythme étonnamment rapide pour des hommes affaiblis par des semaines de faim, de froid et de manque de sommeil. Certains s'effondraient après quelques centaines de mètres. Ils étaient mis sur le côté, soignés sommairement ou, dans de nombreux cas, laissés là où ils étaient tombés. Dans les points de rassemblement improvisés à l'intérieur de la ville, les soldats prirent la mesure de l'ampleur de l'événement. Des milliers d'hommes se regroupèrent sur des places à moitié détruites, dans des cours d'usines et sur des esplanades noircies par d'anciens incendies. Diversité des uniformes, infanterie, artillerie, ingénieurs, personnel de service, officiers et soldats dans les mêmes rangs avec des différences de traitement selon le lieu et le moment. Les soviétiques procédaient à des recensements, séparaient les groupes et interrogeaient les commandants. Les soldats, transformés en une masse anonyme immense, se contentaient de rester sur place, de conserver ce qu'il leur restait de vêtements et d'attendre le prochain ordre de déplacement. L'alimentation des prisonniers dans ces premiers jours fut irrégulière. Parfois, ils recevaient de petites rations de pain et un peu de soupe chaude. À d'autres moments, ils ne recevaient absolument rien pendant de longues heures. L'organisme des soldats, déjà profondément affaibli, réagissait avec une extrême fragilité à tout effort, aussi minime soit-il. Les maladies déjà présentes dans l'enceinte encerclée se propagèrent rapidement parmi des hommes entassés, mal vêtus et insuffisamment nourris. La dysenterie, les infections respiratoires et l'épuisement physique provoquèrent des décès presque immédiats, parfois avant même que beaucoup n'aient quitté complètement la zone de la ville. Lorsque commencèrent les marches vers l'intérieur du territoire soviétique, les Allemands eurent la sensation de quitter un paysage de destruction totale pour pénétrer un autre décor également dévasté par la guerre. Les colonnes de prisonniers avancèrent sur des routes glacées, traversaient des villages désertés et passaient près de champs où ne subsistaient que quelques restes de clôtures et de bâtiments calcinés. Les gardes imposaient un rythme constant. Ceux qui ne pouvaient le suivre étaient aidés par des camarades ou laissés en arrière. Les soldats concentraient toute leur énergie sur de petits pas, sur le maintien de l'équilibre et sur l'évitement de chutes susceptibles de devenir des sanctions définitives. Dans les camps de transit, l'organisation était élémentaire mais inflexible. Baraquements surpeuplés, lits improvisés et discipline stricte, tant de la part des gardes que des prisonniers eux-mêmes, qui mettaient en place des règles informelles pour partager le peu d'espace et de ressources disponibles. Les soldats se regroupaient en petits noyaux, généralement composés d'anciens camarades d'unité, partageant rations, couvertures et tâches comme aller chercher de l'eau, nettoyer les lieux ou assister les plus faibles. L'identité de régiment ou de division perdait toute importance face à une nouvelle condition commune,
celle de survivants immédiats de Stalingrad aux mains de l'ennemi. Les nouvelles venant de l'extérieur arrivaient de manière fragmentaire, par des rumeurs, des conversations entendues à distance ou les commentaires d'interprètes. On parlait de la fin définitive de la résistance dans la ville, de la capture des hauts commandements et de l'ampleur des pertes. Pour beaucoup, ces informations ne faisaient que confirmer ce qu'ils avaient déjà compris en quittant leur position au milieu des ruines. La campagne autour de Stalingrad s'était terminée par la disparition effective du 6e armée en tant que force combattante. Dans les jours et semaines suivantes, la routine immédiate du captivité s'imposa sur toute réflexion plus large. Les Allemands se réveillaient dans le froid, se rangeaient pour recevoir une ration minimale, participaient à des travaux de maintenance ou à des tâches de nettoyage, puis retournaient à leurs lits au crépuscule. Toute interrogation sur l'avenir restait en suspens, sans réponse. Le seul tangible était la séquence quotidienne des ordres. Recensement, marches courtes ou longues attentes. Le souvenir de la ville ne demeura pas comme une image unique, mais comme une superposition de scènes. Usines détruites, rues blanchies par la neige, sous-sol saturé de fumée. Camarades disparus, les derniers tirs et le silence qui suivit. Lors d'une des premières marches prolongées vers l'intérieur, quand certains jetèrent un regard en arrière un instant, Stalingrad n'apparaissait plus comme une ville, mais comme une masse lointaine de ruines noircies sous le ciel hivernal. La colonne de prisonniers continua d'avancer, pas après pas, jusqu'à ce que la silhouette du lieu où ils avaient combattu disparaisse définitivement à l'horizon.